Avec nous aujourd'hui Karine Boras, coach RSE, auteure de 48 livres, éditrice, enseignante dans plusieurs universités, conférencière sur la RSE, l'économie sociale et solidaire. Bienvenue Karine. Bonjour, merci de ton accueil. Merci beaucoup. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît toutes les deux et c'est l'occasion de refaire un petit peu le monde ensemble dans le cadre de ce Talkspace. Et donc, c'était l'occasion pour moi aussi de te mettre en avant et d'expliquer un petit peu à nos auditeurs qui est Karine Boras, quelle est sa vision, quelles sont ses valeurs. J'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu de ta bibliographie. Et puis, on terminera, je pense, avec la taxonomie et ta pyramide de Maslow adaptée à notre civilisation. Voilà. Donc, qui est Karine Boras? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un pseudo d'auteur déjà, c'est pas mon vrai nom. Et c'est pas un pseudo pour me cacher, c'est un pseudo qui a une signification profonde. Karine, ça veut dire agréable, et Boras, nourriture, et c'est la fin d'un vers de Sophocle, qui est un auteur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand j'ai fait beaucoup de latin, beaucoup de grec, à 19 ans, je traduisais ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, le jour où j'écrirai, je m'appellerai comme ça, parce que l'objectif que j'ai toujours eu avec l'écriture, c'est d'essayer d'apporter quelque chose aux gens qui me lisent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'appelle, enfin, mon vrai nom, c'est Anne Delgande, mais tout le monde me connaît sous le nom de Karine, enfin, tout le monde, non, mais on me connaît sous le nom de Karine Boras. Euh, j'ai toujours été animée par le sens de l'intérêt général, du bien commun. J'ai eu beaucoup de métiers dans ma vie, j'ai travaillé dans 17 secteurs d'activité différents. Oh, c'est énorme, hein? J'ai une dizaine de fonctions différentes dans des entreprises. J'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses et dans le monde de l'économie capitalistique et dans le monde de l'économie sociale solidaire où j'ai créé pas mal d'associations, etc. aussi. Enfin bon. Et en fait, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours appliqué, mais naturellement, parce que sinon je ne peux pas travailler, euh, cette petite histoire que tu connais certainement. Tu as deux ouvriers au pied d'un mur, ils sont en train de construire un mur, ils taillent des pierres. Tu demandes au premier, qu'est-ce que tu fais? Je construis un mur, et tu demandes la même chose au second, il te dit, je construis la plus belle des cathédrales. Deux visions complètement différentes. Et je n'ai jamais pu travailler sans ma cathédrale. C'est clair, il y a toujours, c'est ça l'intérêt aussi de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'il y a différents points de vue. Il y a des gens qui ont des visions stratégiques et puis des gens qui ont des visions opérationnelles. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre monde. Donc Ouais. voilà. Mais il faut savoir où on est aussi, comment on se positionne dans le monde. Parce que si on a cette vision de construire des cathédrales et qu'on vous demande simplement de tailler des pierres, c'est un petit peu, là, il y a une dichotomie entre ce qu'on est, ce qu'on vous demande, et puis à un moment donné, ça fonctionne plus, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est super avec la RSE ou le SS, c'est que justement que tu fasses n'importe quoi, quelle que soit ta mission au sein d'une entreprise, euh, si tu sais que par ce que tu fais, tu participes à quelque chose de plus grand que toi, peu importe ce que tu fais dans l'entreprise, tu sais que tu participes à. Ça donne du sens à l'action. Tu as aujourd'hui alors en France, il y a énormément de personnes qui sont complètement démissionnaires. Ils vont à leur travail comme ils vont à l'échafaud parce qu'ils n'ont Mhm. pas de sens. Et quand tu as une démarche RSE sincère et honnête, je précise, sur ces deux critères, euh, eh bien, et que tu la transcris en disant, voilà, on va faire ça comme ça parce que, voilà à quoi ça va servir. Euh, eh bien, les gens ont forcément leur cathédrale. Et du coup, C'est ils savent à quoi ils participent. Ils ne travaillent pas, ils œuvrent. ce qui est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec tous les jeunes qui arrivent sur le marché, les nouvelles générations X, Y, Z, etc., que le sens est de plus en plus important pour eux. Savoir pour qui ils œuvrent, pourquoi ils œuvrent et jusqu'où, quel est le but à atteindre. C'est à Alors quoi qu'on je avait, sers.
on n'avait pas ça dans les générations précédentes, hein. C'est quelque chose de. On avait ça sur des gens qui étaient un petit peu avant-gardistes, je dirais, mais pas sur les travailleurs classiques. Moi, je dirais que tu évalues toi à partir de quand cette demande de sens est apparue pour toi. Cette demande de sens, je pense qu'elle est apparue. Enfin, moi, je l'ai vécu, je l'ai ressenti en 1992. Il s'est passé quoi en 1992? J'ai découvert un concept qui s'appelait l'entreprise citoyenne, qui Mhm. était les prémices du développement durable, qui était l'entreprise a un rôle économique, bien évidemment, mais pas que. Elle doit servir à autre chose. Et j'avais même organisé une conférence dans ma ville au Mans sur ce sujet, parce que je trouvais que c'était fascinant. L'entreprise, elle sert à faire quelque chose de bien dans la société. Et pas que seulement le rôle économique a un rôle important, hein, je ne le dénigre Oui, absolument pas. c'est clair, une société qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça Mais va pas très loin. elle sert à autre chose. Et à l'époque, c'était bon. La société civile est déjà en train de changer, déjà à l'époque. Et on a les syndicats sont en train de se casser la figure par rapport au pouvoir qu'ils avaient avant. Euh, il y a un problème social, du coup. Et ben, ce problème social, il ne faut pas qu'on le laisse dans des mains mal intentionnées. Il faut que l'entreprise s'en empare pour optimiser et participer d'une manière beaucoup plus importante encore au social. C'était ça l'idée, tu vois. Et en même temps, l'entreprise, elle vit sur un territoire, elle est responsable de ce qui se passe sur son territoire. Si mon territoire est fort, je suis fort. Si mon territoire est faible, je suis faible. Mm. Donc, le fait de s'impliquer sur son territoire, alors moi, je parle toujours indépendamment des bons sentiments, parce que dans l'entreprise, on ne connaît pas les bons sentiments. Donc, j'utilise toujours l'argumentation qui est une véritable argumentation d'entreprise, mais qui est capable d'être comprise dans la tradition économique. C'est Tu clair. vois? Voilà. Si tu as pas d'écho face à toi, auprès des gens sur lesquels tu essaies d'avoir, je dirais, de leur demander des changements, ben, ça sert à rien finalement. Faut parler leur langage pour pouvoir ouvrir en fait certaines portes qui étaient bloquées jusqu'à des quelques décennies en arrière en fait. Voilà. Et en fait, pour revenir à ta question, depuis quand? Mais je pense que en fait, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui ont besoin d'avoir un intérêt supérieur Mhm. et tu en as qui ont besoin juste d'avoir un intérêt matériel. Mm. Ceux qui aujourd'hui sont enfin, je dirais bloqués dans l'intérêt matériel, enfin, c'est pas péjoratif, mais ceux qui restent là-dedans, euh, ils ne seront pas capables de passer à l'étape à quoi je sers. En fait, on est sur une vague d'innovation. Et moi, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'ancien monde et au nouveau monde, Ça, finalement. il y a un ancien, un nouveau monde. Et on est à l'instant, ce que j'appelle l'instant zéro, où c'est le bordel. Mm. L'ancien monde existe encore et fait semblant que tout continue, va continuer à fonctionner sur les codes, mais il Mhm. n'existe déjà plus, mais il n'a pas encore disparu. Et tout le monde s'accroche aux branches. Enfin, c'est comme une espèce d'arbre qui est mort. Mm. Tout le monde s'accroche aux branches en disant ça va aller mieux demain, mais non, ça peut pas aller mieux demain. Les branches, elles vont craquer, tu les entends, elles commencent à craquer, mais non, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui continuent à croire que oui, ça va pouvoir persister. Et le nouveau monde, il est en construction depuis une trentaine d'années et il est fait par des petites entreprises, par des personnes à titre individuel, qui chacun, dans le monde entier, sont en train de travailler à la conception de cette nouvelle civilisation. Tout à fait. Et le Et problème aussi, c'est que ces anciens, ben, comme tu dis, ils ne sont pas encore rendus compte qu'ils étaient morts, en gros, mais surtout, ils sont agressifs. Moi, c'est ce que je remarque, c'est qu'ils sont très c'est la agressifs Lali, avec les c'est petits. la Lali, c'est la Lali, c'est l'animal blessé, c'est Exactement. les défenses avant, voilà. Mais on peut pas, c'est pas une question de jugement ou c'est comme ça, c'est un état de Non, fait. c'est clair, c'est la vague d'innovation, c'est un changement de civilisation qui se met en place. Et Chacun a son rôle.
chacun a son rôle là-dedans, en fait. C'est Voilà. clair, parce qu'il faut aussi qu'il y en ait de tous les côtés pour que l'ensemble avance vers le futur. Donc ça, c'est évident. Par contre, comme je disais, ben, on a moi, c'est ce que j'appelle l'effet de la queue du dragon. C'est que la légende du dragon qui dit, ben, quand le dragon sent qu'il va mourir, c'est là qu'il détruit tout sur son passage parce qu'il veut qu'il reste rien après lui. C'est ça. Et C'est on est exactement. sur cette phase qui, moi, que j'évalue à encore qui va durer une vingtaine d'années, le temps que tous ces anciens dragons, qui appartiennent à cette catégorie des dragons, ben, passent en retraite, parce que d'ici 20 ans, en Je fait, on suis moins n'aura que des optimiste. nouvelles générations. Je suis moins optimiste que toi. Je pense qu'on en a pour beaucoup, beaucoup moins de temps que ça. On verra, parce que l'avenir, on n'a pas une boule de cristal, ni toi ni moi, On hein. peut parier aussi. Non, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite parce que la situation est vraiment devenue insoutenable. Oui, c'est vrai qu'on est face à des crises là qui C'est-à-dire que arrivent, qui jusqu'à sont présent, terribles. jusqu'à présent, la RSE, je déteste ce mot parce qu'il est apparu dans les années 2000, parce qu'il est devenu une obligation pour les grands groupes de faire des rapports pour expliquer bah, qu'est-ce que vous faites pour l'intérêt général. Mhm. Et c'est à ce moment-là que le mot RSE est apparu, alors qu'avant c'était le mot développement durable. Et je préfère le mot développement durable parce que le mot RSE est très fortement connoté greenwashing. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des rapports qui sont que des tissus de mensonges. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de contrôle derrière. C'est ça ce qui s'est Et c'est ça. passé. Et c'est pour ça que la taxonomie, moi j'adore la taxonomie. C'est très compliqué pour les entreprises, par contre, mais j'adore la taxonomie parce qu'elle siffle la fin de la récréation. Hmm. Maintenant, on Explique-nous arrête ce de que c'est que la fin de la récréation, parce que moi je sais, tu m'as expliqué avant, mais nos auditeurs ne le savent pas. Explique-nous ce que c'est la fin de la récréation. Eh bien, et c'est la fin de la récréation pour certains et le début de la récréation pour d'autres, en gros, hein. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que dans beaucoup de rapports RSE obligatoires, euh, il y a énormément de... C'est-à-dire que si par exemple, un- je fabrique un liquide, peu importe ce qu'il est, qui est hyper toxique, hyper dangereux, mais je vais l'habiller dans une bouteille en plastique recyclée. Donc, du coup, je vais faire dans mon rapport RSE, je dis, regardez comme mon plastique, il est bien, c'est une plastique recyclé, c'est super, c'est génial. Mais je ne vais rien dire sur mon liquide qui, lui, est dangereux. Hmm. Ça, c'est un problème. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports RSE sont faits pour mettre en valeur les actions qu'on a faites, mais il ne s'agit pas non plus d'accuser, ni de dire c'est mal, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont comme ça, mais il s'agit simplement d'être responsable de ses actes. C'est-à-dire que comment est-ce que je détruis ou comment est-ce que je participe à préserver ou comment est-ce que je reconstruis. Et c'est ça la taxonomie. La taxonomie, maintenant, elle va te dire, voilà, comment est-ce que tu as gaspillé en quantité ou comment est-ce que tu as pollué ou quelles actions correctives tu as mises en place pour évoluer par rapport à ces choses-là. Donc, soit j'ai un impact négatif, soit j'ai un impact neutre, soit j'ai un impact positif. Je vais plus loin, je régénère, je recrée. C'est Mhm. possible aussi. Il y a des tas d'entreprises qui le font. Donc, la taxonomie va déjà te situer, tu te situes où? Négatif, neutre ou positif. Et ça, sur l'air, l'eau, les sols, la biodiversité marine, la biodiversité terrestre, le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. On n'arrête pas de changer les mots en RSE, parce qu'on se dit qu'en changer les mots, on va faire moins peur. Bon, c'est clair que les mots sont super importants quand tu définis. En plus, c'est une taxonomie, donc c'est une taxonomie aussi de d'actes, mais aussi de mots. Quand tu poses le mot sur une action et que ce mot n'est pas bien défini, il peut aussi modifier l'avenir de cette action. Donc, c'est vrai que choisir les bons mots, c'est une bonne chose. Par contre, essayer de minimiser quelque chose en choisissant d'autres mots, c'est clair que là, on n'est plus dans de la transparence. On est loin, en fait, peut-être de l'objectif Alors, qu'on souhaite atteindre. je sais que je suis toujours un peu en marge de tout par rapport à tout ça, mais franchement, quand on dit que tu as un impact, en général, c'est un impact négatif, c'est parce que tu pollues. Mais maintenant, il faut plus dire tu pollues. On dit quoi à la place de tu pollues? Tu as un impact. Ah, tu as un impact. Oui.
Ah, alors pour moi, l'impact peut être positif ou négatif, hein, dans Oui, ma non, tête. mais l'impact peut être positif ou négatif, mais on ne peut plus dire polluer parce qu'on accuse les gens. Donc, de toute façon, Ah, enfin, c'est ça, si tu veux. On se dit qu'en changeant les mots, on va changer les actes. Non, pas du tout. Je mais trouve en que fait, une pollution est une pollution. On est responsable de sa pollution. mhm. Et pour moi, parler d'impact, c'est dédouaner d'une responsabilité quelque part. Bah, c'est ça que j'allais dire. Si on met impact et qu'on neutralise la notion d'impact, dans ce cas-là, c'est un, comment dire, c'est un commandement finalement de déresponsabilisation des gens. Voilà, c'est Parce ça. qu'on peut avoir Alors un que impact, c'est juste un impact parmi du positif, du négatif, on ne sait pas faire la différence. là, Et puis, mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même une jauge qui va dire si c'est globalement tu es dans le positif ou si globalement tu es dans le négatif. voilà. Et pour moi, la notion de responsabilité est fondamentale. Mais quand tu es responsable de tes actes, mais qu'est-ce que tu te sens bien? Tu te sens vachement bien. Quand tu dis, voilà, ben je sais que si je fais ça, j'ai telle et telle conséquence, je regarde les conséquences et j'essaie d'améliorer les conséquences. Personne n'est parfait. Aucune entreprise n'est parfaite, mais on essaie plus ou moins de corriger, d'évoluer, de trouver d'autres solutions en fonction de ce que l'on est capable de faire au moment même et avec les moyens financiers et avec les délais et avec les ressources que l'on a en interne ou en externe, peu importe, mais avec les ressources humaines, l'expérience et l'expérimentation. Donc, personne n'est parfait là-dessus et j'ai pas de souci par rapport à ça. J'ai juste un souci par rapport aux gens qui ne veulent pas regarder les conséquences de leurs actes. Voilà. Ou qui les À partir cache. C'est pas regarder ou cacher. voilà. Et en fait, mais qu'est-ce que tu es bien dans ta peau quand tu dis voilà ben ok oh je savais pas mais en fait j'ai un impact négatif là-dessus. Du coup ok si l'impact est négatif qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ou le transformer? Est-ce que Et dans cette fameuse taxonomie, il va y avoir des exemples, des modèles justement pour essayer de solutionner des impacts qui pourraient être négatifs dans telle et telle entreprise? Comment ça va fonctionner cette taxonomie par rapport à ça? alors, elle arrive, elle est en place au 1er janvier, donc c'est vraiment tout à fait au démarrage. Mhm. Et donc, les entreprises vont être obligées de montrer si elles sont, enfin, où elles se situent par rapport à tout ça. Mais la sanction, mais ça ne fait, la taxonomie, c'est le premier petit volet là. On entame seulement une démarche qui avant était une démarche de volontariat. Ok, je m'engage là-dedans parce que j'ai envie de le faire, Mhm. à une démarche qui progressivement va devenir obligatoire. Ce n'est pas une loi, c'est une réglementation. Mhm. Que tu n'es pas obligé. Par contre, si tu ne, si tu ne fais pas, enfin, si tu ne montres pas en quoi tu as des impacts négatifs et comment tu vas faire pour les compenser, eh bien, tu ne vas plus être finançable. Ça, Donc, ça a ça, des c'est la impacts. sanction. Je veux dire, là, il y a beaucoup de gens qui vont se bouger. Là, s'ils sont plus finançables, ils vont C'est faire en plus sorte finançable. que Voilà. ça fonctionne. Oui. Ça va quand même, ça commence aux entreprises de plus de 500 personnes. Donc, ça touche quand même beaucoup de gens. Mhm. Tout à fait. Ça, Et, c'est pas neutre, mais hein. ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Après, ce sera 250 ou je sais pas. Enfin, ça va descendre et ça va devenir une normalité. Et après, tu auras certainement beaucoup plus tu auras certainement des sanctions qui vont se mettre en place, etc. C'est vraiment le démarrage. Alors moi, ce qui m'inquiète presque, c'est que tu parles de sanctions, on n'a pas dit, hein, mais la taxonomie, c'est au niveau européen, c'est ça, je pense, Oui, oui, oui. oui, oui. Donc ça, c'est une chose. Là, on parle sanctions, mais est-ce qu'il y a aussi une valorisation de ceux qui font bien, etc. En fait, c'est très simple. Depuis très longtemps, et je l'ai vécu dans pas mal de petites entreprises ou moyennes, voire ETI, quand tu innoves, parce que la RSE, c'est que de l'innovation, c'est pas de la régression, c'est que de l'innovation. Et donc, toutes ces petites entreprises, ou entreprises tout court, peu importe la taille, hein, qui sont sur l'innovation et qui avaient des problèmes pour se faire financer, ben, je dirais problème résolu. Et c'est très bien que, il y ait des incitations maintenant qui se mettent en marche d'une part pour récompenser ceux qui y sont déjà, et d'autre part pour inciter ceux qui ont déjà commencé, mais les inciter à aller beaucoup plus loin. Donc, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir, mais derrière, il y a quand même une sacrée implication financière, hein, quand même. Je veux dire, là, c'est un petit peu la carotte et le bâton, là, en même temps. C'est vrai que Mais c'est la carotte pour ceux qui y sont, et c'est le bâton pour ceux qui veulent pas y aller. ben, c'est ça. Mais là, ils vont pas avoir Là, le choix d'aller de là, l'avant, quoi, en fait. Oui. mais là, en fait, le bâton, tu choisis si t'es ta carotte ou ton bâton,
en responsabilité par rapport à toi-même. Tout à fait. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est pas courant de voir ce genre de, comment dire, d'évolution en fait enfin, dans la gestion d'entreprise en fait finalement, puisque ça va avoir un impact à tous les niveaux en fait. Et Oui, mais ça, ça, ce n'est que le début. On est au pied du mur, on n'a plus le choix aujourd'hui. hum, Donc, et de toute manière, franchement, les entreprises qui n'ont pas commencé à avoir une démarche RSE, la démarche RSE, c'est quoi? C'est que du bon sens. c'est C'est pas clair. compliqué. La RSE a été pris en otage par des tonnes d'intellectuels qui passent leur temps à tout compliquer, à mettre un langage hermétique avec des concepts hermétiques. Euh, il y a trois enjeux, il y a trois sujets seulement dans la RSE. Mais la RSE, c'est quoi? C'est les problèmes que le monde entier rencontre. Comment est-ce qu'on va résoudre les conséquences de nos gaspillages? On a tout gaspillé. Comment est-ce qu'on va résoudre les conséquences de notre pollution? On a tout pollué. Comment est-ce qu'on va faire de la place à 10 milliards d'êtres humains? On n'y arrive déjà pas. C'est juste ça, c'est répondre à ces trois Hum, questions. Et comment, en tant qu'entreprise, comment est-ce que je participe à résoudre les problèmes de ces questions? Et si aujourd'hui je n'ai pas commencé à mettre le doigt dedans, je suis une entreprise morte. Parce que tout va aller très vite. C'est ces trois enjeux qui ont pris le pouvoir sur tout le monde. Ça ne nous demande plus notre avis. Si j'ai pas commencé à mettre en place des nouveaux trucs, enfin, inventer, faire autrement, eh bien, très rapidement, je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas avoir les moyens financiers et je ne vais pas avoir l'expérience pour faire autrement. Quand hum, ça va être... Donc, ces entreprises sont mortes. Les entreprises qui y sont déjà, qui ont de l'expérience, ce sont les entreprises de demain, par contre. c'est Ce clair. sont ces... C'est celles-là Et qui vont survivre finalement parce elles seront déjà dans ce mouvement et qu'elles auront pris même peut-être de l'avance par rapport aux autres. oui, et c'est vraiment une nouvelle forme de l'économie. Mais c'est une économie philosophique. Les premiers philosophes étaient des gens qui avaient un système de pensée parce qu'ils vivaient comme ça. Diogène vivait dans son tonneau parce qu'il disait que ça ne servait à rien d'avoir de l'argent et de posséder quelque chose. Et les chefs d'entreprise qui sont dans cette démarche de développement durable, ce sont des chefs d'entreprise qui le vivent profondément parce que ce sont leurs valeurs et ils sont alignés. Je ne C'est peux. clair. Mais moi, ce qui m'intrigue quelque part, c'est que chacun va prendre son sens pour aller bon, dans une direction commune. Mais là, c'est plus par rapport à mes interrogations à moi que je te pose la question. C'est est-ce qu'il ne faut pas d'abord définir quel genre d'humanité on veut demain pour justement pour les aider à aller dans le bon chemin? Parce que là, ils vont tous le faire par rapport à leur centre, comment dire, d'entreprise. Enfin, je veux dire, je vais pas, je vais utiliser le bon mot, mais un petit peu, finalement, chaque programme de, comment dire, autour de la taxonomie pour chaque entreprise sera mu par l'entreprise comme centre du monde, de son monde, tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais mais qui c'est un devra... monde élargi. C'est un monde élargi. Oui, C'est-à-dire, c'est effectivement, mais l'entreprise, en fait, on revient sur la notion de territoire. Tu sais, la notion de 1992, je suis responsable sur mon territoire. Aujourd'hui, les entreprises définissent c'est quoi mon territoire? Mon territoire géographique, mon territoire métier, mon territoire commercial, mon territoire économique, qui peuvent avoir des fluctuations qui ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, comment je suis acteur sur mon territoire? Mon terrain de jeu, il est où? Et comment je suis acteur là-dedans positivement? Tu vois? Euh, euh, 2000, en fait, en gros, 2023, ça va être un énorme, gigantesque tournant de l'Europe. Les autres, dans le monde, il y a aussi d'autres actions de ce genre ou c'est juste l'Europe? je sais pas. Je Je vois sais très pas. bien. Je sais pas. Donc, on va déjà commencer avec l'Europe, on verra pour la suite alors. Mais bon, c'est déjà un point gigantesque, hein. Mais c'est, comment dire, c'est énorme, hein. Là, Oui. il va y avoir des gens qui vont devoir faire des sacrés revirements stratégiques de leur entreprise, hein. En fait, si tu veux, en fait, avant même de parler de revirement stratégique, euh, moi, je préfère parler de ceux qui y sont déjà, Mhm. où eux, pour eux, ça va être des leviers. Oui, pour eux, ça sera des leviers. Ça va Par être contre, un facteur d'accélération hmm, de leurs innovations, de leur performance,
de leur capacité à rayonner aussi, Mhm. importante. Bien Donc, sûr. pour moi, si tu veux, moi, je préfère toujours regarder ce qui est plutôt joli et beau. Mhm. Voilà, je suis un petit oiseau sur une branche, j'aime bien voir ce qui est beau. Voilà. Mhm. Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais voulu voir la laideur du monde, ça me plaît pas, je veux pas voir et je vois pas. Oui, mais moi, ce qui m'a toujours frappé chez toi, c'est cette, comment dire, cet attachement au beau. Parce que toi, enfin, là, peut-être on va changer juste un petit peu de sujet. On va revenir sur Karine Borras, qui est éditrice, que je connais, qui a édité beaucoup de livres, mais aussi des livrets, et en particulier sur des sujets fondamentaux pour lesquels on avait besoin juste sur lesquels, en fait, toi, tu posais de très belles images, des magnifiques images pour que les gens comprennent des concepts extrêmement complexes. Et la beauté, ce que tu dis quand tu dis que tu es un petit oiseau sur une branche, ben en fait, c'est vrai que ça te définit parce que moi, je te connais au départ en tant qu'éditrice de livres et ça m'a toujours frappé en fait que même les choses monstrueuses qu'il faut illustrer, etc., tu les illustres avec des magnifiques images pour que les gens, je dirais, comprennent des sujets qui sont des fois pas faciles en fait et ça m'a vraiment frappé. Alors, je te rejoins sur le fait de montrer des belles images parce que moi-même, créant des écosystèmes que j'aimerais être positifs, je pense que la beauté a une énorme place dans nos sociétés et que si notre société est entourée de laideur, ben, ça va pas aider les gens à les sortir de situations difficiles. Par contre, si on est entouré de beauté, eh ben, ça sera infiniment plus positif parce que ça créera déjà une enveloppe positive à notre écosystème. Je ne sais pas Et, si tu as envie de rebondir et- là-dessus. oui, et quand j'écris le livre sur Maslow adapté au XXIe siècle, où justement tu as en bas la pyramide de Maslow qui est hyper matérialiste et qui concerne que moi, c'est je Mhm, prends soin de moi, hein, voilà. Si je m'occupe des autres, c'est pour que ça me ramène à moi. En faisant une autre pyramide inversée qui a les codes inverses de la pyramide de Maslow. Maslow, c'est les besoins, en haut, c'est les envies, en bas, c'est moi avec moi, en haut, c'est moi avec les autres. En bas, c'est mon intérêt personnel, en haut, c'est l'intérêt général. En bas, c'est un niveau de matériel, en haut, c'est un niveau de conscience. Donc vraiment, c'est les codes inverses. mhm, Et en fait, quand j'ai écrit un livre là-dessus, je me suis interrogée en me disant, mais pourquoi est-ce que Maslow, il a créé ce machin-là? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce schéma, on s'intéresse justement à la plus belle des cathédrales? J'en reviens mhm. toujours au truc de départ. Je bâtis la plus belle des cathédrales, ce qui est le schéma d'en haut. Euh, pourquoi est-ce que ça a pu exister? Pourquoi à l'époque de Maslow, il a fait ça? Et pourquoi aujourd'hui, on peut imaginer ça? Et c'est simplement parce qu'en fait, la civilisation à l'époque de Maslow avait comme utopie, une utopie, c'est quelque chose que l'on peut réaliser, mais qui est ambitieux. Et c'est parce que tout le monde s'y met avec le même étran, entrain, enthousiasme, qu'on arrive à bâtir ça ensemble. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, pour la nouvelle civilisation. Mais l'utopie à l'époque de Maslow, c'était quand même, elle date de 72 ans, cette pyramide, c'était l'idée du progrès pour l'être humain. C'est fabuleux. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'être humain avait des conditions incroyables de vie, qui pouvait s'asseoir dans un fauteuil et commencer à se regarder le nombril. Bon, on s'est tellement bien regardé le nombril que on a fait une civilisation complètement individualiste. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le bien commun, c'est quelque chose de tellement bien et qu'il n'y a personne vraiment pour s'y intéresser. Donc, du coup, bah, il n'y a plus que nous. Donc, du coup, bah, il faut qu'ensemble, on reprenne un intérêt pour ce bien commun et qu'on soit acteur de ce bien commun parce que c'est notre intérêt. C'est un intérêt partagé. Et donc, je me suis demandé quels pouvaient être les codes de cette nouvelle civilisation. Et cette nouvelle civilisation, pour moi, c'est une civilisation de l'espérance. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une espérance, ben tu vas t'effondrer et tu vas rien faire. Je Si suis tu as la d'accord. foi et si tu as l'espérance, tu vas avoir ton moteur qui va te pousser à participer à cette nouvelle utopie qui est basée pour moi sur, enfin, je pense, mais je peux me tromper, sur 5 nouvelles valeurs, la notion de responsabilité. Mhm. Je suis responsable de mes actes, des conséquences de mes actes, des conséquences, des conséquences, des conséquences de mes actes. Merci la taxonomie. La deuxième valeur, c'est des liens plus que des biens. On partage aujourd'hui on est plutôt sur le partage et l'usage que sur la possession.
La troisième valeur de la justesse et de l'équité, pas de la justice qui n'existe pas, et l'égalité qui est une utopie irréalisable pour le coup. Par contre, l'équité, c'est être juste. Voilà. Tout à fait, ça je suis complètement d'accord avec toi. Quand Et on... Oui, je te laisse voilà. continuer. Pardon. La quatrième valeur, des innovations, oui, il faut innover partout, on ne peut plus rien faire comme hier. Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec les questions qui ont créé le problème. Donc, si on se pose les mêmes questions qu'hier, on va créer les mêmes problèmes. Donc, il est urgent de changer de questionnement. Donc, des innovations, oui, mais profitables à tous et à la nature. Et encore une fois, on s'occupe de la nature. Pourquoi? Parce que sans une nature sympathique, on ne peut pas vivre. On se Et, rend compte avec le climat, hein. Si le climat n'est pas sympathique, ça va être compliqué. Et ça le va être- dernier point, et le dernier point, un partage de conscience et de spiritualité. Parce qu'on va avoir tellement de problèmes que si on n'est pas conscient de ce que l'on fait et si on ne partage pas cette conscience, et si la spiritualité, c'est être bien avec soi, tout simplement. Donc, si je suis bien avec moi, si je suis alignée comme les premiers philosophes, on et y je revient. vis, et je vis selon mon système de pensée, et que du coup, l'objectif, c'est de bâtir une civilisation humaniste. Mm. Parce que si on n'arrive pas à bâtir une civilisation humaniste, on va tous se taper sur le coin de la tronche. Sûr. Le coin de la tronche. Ah oui, je ne m'attendais pas à ce que tu dis Non, ça. non, Oui, non, oui, non. mais c'est clair oui, oui, bah, on Et est donc, du d'accord, coup, on va dans le mur. On va dans le mur, ça c'est sûr. il faut absolument créer cette forme d'humanisme, de renouveau d'humanisme, qui est absolument indispensable. Il faut s'occuper du climat et il faut s'occuper de l'humanisme. Ce sont les deux urgences. C'est sûr, le climat, l'humanisme, faire attention à notre environnement. Il y a tellement, bon, on a tellement de choses en ce moment qui nous arrivent là, comment dire, qui nous tombent sur les épaules, en fait. C'est vrai que, il faut maintenant retrouver du sens, du lien et de l'humanité dans tout ça. Tu vois, quand on crée de l'intelligence artificielle sans se poser la question de quelle humanité on veut demain, on se retrouve avec, comment dire, un monde qui risque d'être, par exemple, ultra robotisé. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut demain? Ça, j'en suis pas sûre. Est-ce que c'est ça que les industriels veulent demain? Certainement. Mais est-ce que c'est ça que l'humanité veut La pour question, demain? la question à se poser, c'est est-ce que c'est au service de l'homme ou est-ce que c'est destructeur pour l'homme? Enfin, pour l'être humain. Donc, c'est ça la question. Après, Apparemment, il y l'intelligence a ceux artificielle aussi est capable de se projeter. qui ne mettent pas l'humain en avant, mais qui mettent la planète en avant et qui disent la même chose, mais pour la planète, tu vois. Donc ça, c'est aussi une autre dimension. La planète, en fait, le problème de la planète, c'est que la planète, ok, elle est magnifique et tout, mais on est en train d'exterminer toute la vie sur cette planète, et nous-mêmes, c'est un suicide collectif qu'on est en train de faire, tout Mm. simplement. Euh, mais la planète, elle s'en sortira toujours. Elle Oui. mettra des centaines de milliers d'années, je ne sais pas combien de temps, mais elle se régénérera. Il y a les dinosaures ont disparu, il y a eu d'autres choses, les mammifères sont apparus. T'inquiète pas, la planète, elle renaîtra de ses cendres, elle refera autre chose. Mais par contre, la race humaine risque de disparaître tout simplement. Est-ce qu'on veut participer à ce suicide collectif? Ou est-ce qu'on dit l'être humain est capable de choses meilleures et ensemble, on va être une humanité meilleure? Eh C'est ben, ça dis la donc. question. C'est de sacrées paroles là que tu viens de me poser sur la table, hein. Ça, c'est super. Mais écoute, je pense on va conclure donc sur cette belle phrase et cette interrogation qu'on laisse à nos auditeurs en espérant que tu les auras touchés au cœur, tu les feras réfléchir au futur et aux actions qu'ils vont pouvoir poser pour le futur. En tout cas, je suis très très contente que tu aies pu participer donc à mon podcast et je te souhaite tout de bon dans ta nouvelle carrière de professeur, parce que c'est quand même assez récent, hein. Donc, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu fais plein de choses avec tes étudiants qui sont un peu extraordinaires, mais pour leur faire se rendre compte que finalement, il faut changer de posture et sortir des choses habituelles quelquefois pour changer le monde, finalement. Voilà. Ouais. C'est les former au monde de demain et pas au monde d'hier. C'est ça qui est intéressant.
Exactement, les former au monde de demain et pas au monde normé ou au monde d'hier en tout cas. Merci beaucoup Karine pour ce temps de parole. Merci beaucoup à toi et j'admire tellement tout ce que tu fais. C'est, Tu es une femme absolument incroyable. Tu es totalement dans l'intérêt général. Tu donnes tout ce que et tu fais des choses extraordinaires vraiment. Et je voulais te dire que j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour toi. Je te renvoie le compliment parce que moi aussi je trouve que ça a été une très belle rencontre il y a quelques années, hein, quand la première fois qu'on a commencé à échanger, et je pense que ça le restera jusqu'à la fin, quoi. Bon, merci beaucoup et à tout bientôt et peut-être pour un prochain podcast sur un autre sujet. Voilà. À bientôt Karine. Merci à toi.